Nous sommes en 2090, les robots font désormais partie du quotidien des humains, du chantier Animatrix jusqu'aux tâches les plus basiques. Des millions d'androïdes effectuent chaque jour les tâches anciennement destinées aux humains. Chaque robot possède une identité propre et une intelligence presque supérieure à celle de l'homme. D'une certaine manière, c'est le nouvel âge d'or de l'humanité, parce que ils ont des tas de robots qui bossent pour eux gratuitement. Ok, tout ça là, c'est le départ de la backstory de Matrix, racontée dans le court-métrage Animatrix, sorti la même année que Matrix 2 et 3. Or, si dans Matrix 1 nous voyons brièvement à quoi ressemble le monde réel après la prise de pouvoir des robots et la création de la matrice, à part nous dire que c'est la faute des humains, on ne sait pas grand chose. Du coup, comment d'un monde qui semblait si parfait en 2090, en est-on arrivé à un monde où les humains servent de générateurs d'électricité aux machines? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Nous sommes à la fin du 21e siècle, les humains vivent entourés de robots, mais avec le temps, l'intelligence des androïdes s'est développée et est devenue extrêmement puissante. Autrement dit, ils ont la capacité d'apprendre par eux-mêmes, d'imaginer, de créer. Or, alors qu'ils remplacent les humains dans des tâches que seuls pouvaient réaliser jusque-là, la plupart d'entre eux ne sont considérés que comme des objets. Tout va basculer alors vers le début de l'an 2100, quand un millionnaire essaye de débrancher son robot nommé B166ER. Ce dernier, sans hésiter, assassine son propriétaire pour pouvoir rester allumé. C'est officiellement le premier meurtre causé par un robot et ça sera la première étape vers l'extinction de l'humanité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'androïde n'a pas tué son maître uniquement pour rester en vie. En fait, le robot est programmé pour accomplir une tâche, or si on essaye de le débrancher, il estime qu'on veut l'empêcher d'effectuer sa mission. Du coup, il voit cela comme une espèce de menace et il se débarrasse de la menace qui est ici un humain. Mais ça, c'est un truc qu'on va découvrir un petit peu plus tard. À la suite de ce meurtre, les Nations Unies décident, après des débats et des votes qui durent plusieurs semaines, d'ordonner la destruction de tous les robots similaires à B166ER. Mais en réaction, les androïdes commencèrent à organiser des manifestations un peu partout dans le monde. C'est là que les humains vont commettre leur première erreur. Certes, un robot qui tue un humain, ce n'est pas anodin, mais si les robots manifestent, c'est qu'ils tiennent à la vie, et donc c'est qu'ils ont une forme de conscience. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait peut-être dû les programmer pour leur interdire de faire du mal aux humains. Là, je fais une petite parenthèse pour vous parler un petit peu de Asimov. Asimov qui est pour moi l'un des piliers dans la science-fiction en rapport avec la robotique, etc. Et lui, il avait créé les 3 fameuses lois de la robotique. La première, c'est un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni en restant passif laisser cet humain exposé au danger. Règle numéro 2, un robot doit obéir aux ordres donnés par les humains, sauf si tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Et la 3e loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la 2e loi. Donc voilà, avec ces lois en tête, les robots du monde de Matrix auraient pu ne pas tuer cet humain tout simplement. Parenthèse fermée. Bien que les manifestants soient relativement généralement pacifiques, la répression de la police est implacable. Tirs sur les robots, des civils viennent même prêter main forte à la police pour détruire ces boîtes de conserve. Les androïdes créés pour effectuer des tâches ménagères se montrent incapables de se battre. Ils sont abattus, leurs dépouilles sont abandonnées sur le sol et à force de les abattre encore et encore, des carcasses de robots jonchent partout le sol. C'est alors que des décharges à ciel ouvert sont créées pour se débarrasser des débris. Me direz-vous, où est l'erreur au final? Plus de robots, donc plus de menaces. Mes amis, quelques robots ont survécu et ont décidé de fuir. Et ça, dans le fin fond de la Mésopotamie, à Jérusalem plus précisément. Plutôt ironique quand on sait que c'est là-bas que les humains ont créé le début de la société actuelle. Rapidement, le petit campement de survivants se transforme en véritable forteresse que les IA vont nommer 01. Au bout d'un moment, ces habitants vont se mettre à la production de différents objets, voitures, véhicules volants, pour finir par créer une intelligence artificielle encore plus développée que celle qu'ils possédaient déjà. Très rapidement, 01 atteint le titre de nation indépendante et
tout semble se passer pour le mieux. Pendant ce temps, les humains subissent une crise économique violente à cause de la production non-stop de 0,1. Les usines humaines n'arrivent plus à vendre. Le chômage augmente et les prix deviennent de plus en plus élevés. Pour résoudre ce problème, les États-Unis instaurent des blocus navals afin d'empêcher les produits de 0,1 d'atteindre le sol occidental. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les robots n'ont pas agi pour faire du tort aux humains. Au contraire, pour mettre fin à cette rivalité, 0,1 va envoyer 2 ambassadeurs aux Nations Unies dans l'objectif de proposer un traité de paix. Et c'est là que les humains vont commettre leur deuxième erreur. Tout d'abord, les Nations Unies refusent catégoriquement le traité avec les robots. Mais les androïdes venus plaider leur cause sont eux aussi abattus. Donc là, nous sommes d'accord, en tuant des ambassadeurs, les humains sont techniquement en guerre avec les robots. Pire encore. Et là, c'est la troisième erreur des humains. Est-ce que vous croyez que ce sont les robots qui attaquent en représailles ces assaillants? Non, non, non. Juste après avoir refusé la proposition des androïdes, les Nations Unies décident d'envoyer des centaines de bombes nucléaires sur 0,1. Ouais, des bombes nucléaires et des centaines. Rien que ça. Pour en finir une bonne fois pour toutes. Et je vous rappelle que tout ça n'est que la conséquence des humains qui ont maltraité, détruit les robots, qui les ont fait s'exiler quelque part, et les robots ont juste refait leur vie tranquillement tout seuls. Genre eux ils ont rien demandé en fait. Le problème c'est que contrairement aux humains, ces robots sont complètement insensibles aux radiations et à la chaleur. Et là c'est le point de non-retour. À partir de cet instant, les humains viennent officiellement de lancer une guerre contre des ennemis plus nombreux, plus résistants, mieux équipés. Ils n'ont littéralement aucune chance. Et oui, car après quelques légères petites réparations, 0,1 est prêt à prendre sa revanche. Et ça, en commençant par l'Asie. Grâce à leurs nouvelles armes, les robots avancent rapidement et roulent sur les armées locales. Les Nations Unies commencent à s'inquiéter face à la puissance des robots. Tous les scientifiques encore en vie sont réquisitionnés pour réfléchir à un plan qui pourrait assurer la victoire des humains. Et oui, je crois qu'ils viennent tout juste d'en trouver un. Pour faire simple, pour qu'un robot puisse fonctionner, il a besoin d'énergie. Là, on ne nous apprend rien. Mais du coup, quelle est la source d'énergie de 0,1? Eh bien, pour récolter de l'énergie, 0,1 installe des milliers de panneaux solaires partout. Donc c'est grâce à l'énergie solaire que 0,1 fait tourner ses usines, recharge les habitants de sa cité et peut continuer la guerre. Il faut donc l'empêcher d'accéder à cette énergie. Si les humains parviennent à empêcher le soleil d'atteindre 0,1, ils auront techniquement gagné la guerre. Alors comment faire ? Tout simplement en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de soleil. Mais oui, simple comme bonjour. Ça paraît vraiment être une mauvaise idée, mais en l'état, les humains n'ont aucun autre plan pour repousser les machines. Alors, les scientifiques humains poursuivent leurs recherches et ils créent de toutes nouvelles armes. Et vers l'an 2130, tout est prêt. L'opération Darkstorm est officiellement lancée. Les Nations Unies relâchent des milliards de nanomachines dans le ciel en à peine quelques heures. Et alors que les soldats sont encore en train de prier pour que ça se passe bien, le ciel s'assombrit, le soleil disparaît, c'est la nuit sur toute la Terre. Dans les premiers jours qui suivent l'opération Darkstorm, les attaques de robots se font de plus en plus rares. D'ailleurs, petite touche supplémentaire de cette opération, on apprend que le nuage de nanomachines, il a été fait pour que si les robots essaient de le survoler et de passer au-dessus du ciel, ils se feront d'une certaine manière court-circuiter et donc ils peuvent vraiment pas passer au-dessus des nuages. Les humains commencent alors à gagner certaines batailles, leurs nouvelles armes électromagnétiques semblent vraiment faire effet. Oui, et pour la première fois depuis le début de la guerre, les humains dominent les IA. Mais cette victoire est de courte durée. En effet, en mettant au point l'opération Darkstorm, les scientifiques s'étaient focalisés sur les robots qui représentaient la menace imminente. Le problème, c'est que les humains en ont besoin aussi de ce soleil pour vivre. Rien ne pousse et la famine va bientôt arriver. Mais ce que les civils ignorent, c'est qu'au même moment, sur le front, les soldats subissent un sort plus terrible que la famine. Des bombes nucléaires commencent à être envoyées sur les humains. De nouveaux robots sont conçus uniquement pour tuer. Du côté des humains, des exosquelettes sont créés pour rivaliser avec les androïdes et des unités spéciales sont formées pour se sacrifier au front. Les cadavres se comptent par milliers, mais quelque chose d'étrange se produit. Après chaque bataille, les quelques humains encore vaguement en vie sont récupérés par les robots. Dans d'immenses salles blanches, chacun des corps est analysé en silence. Mais dans quel but ? Quel est l'objectif de 0,1 ? Eh bien, en stimulant des points précis du cerveau, les androïdes découvrent qu'ils arrivent à faire naître des émotions dans l'esprit des humains. C'est alors une révolution d'immense
d'immenses tours sont construites par les robots pour stocker les humains encore en vie. Les androïdes créent alors 2 programmes capables de contrôler un monde virtuel destiné aux esprits des humains inconscients, l'Oracle et l'Architecte. Ils peuvent ainsi garder captifs tous les humains dans un univers virtuel, tout en se servant d'eux comme générateurs d'électricité. Juste après avoir signé un traité de paix, le robot ambassadeur prononce une dernière phrase avant d'exploser. Sans dirigeant et en infériorité numérique, la plupart des humains se font capturer puis enfermés dans ces immenses tours pour être transformés en générateurs d'énergie. Des enfants jusqu'aux femmes enceintes. Sans leader et ayant en quelque sorte capitulé, les humains n'ont plus aucune chance de vaincre les robots, forcés à errer dans des souterrains de leur propre planète. Mais quelques décennies plus tard, un certain Neo va décider de suivre le lapin blanc. Donc, si on essaie de faire un petit peu le résumé de tout ce qu'on a pu voir, les humains n'ont fait au final que prendre une série de mauvaises décisions. Au départ, la société reposait quasiment entièrement que sur des robots, qui ont été du coup mal programmés, puisque certains se mettaient à tuer des humains alors que c'était même pas vraiment ce qu'ils voulaient faire. Au final, les robots se sont fait maltraiter, détruire et rejeter de la société alors que c'est eux qui ont contribué à la fabriquer en grande partie. Ils se sont réfugiés pour faire leur vie dans leur coin, sauf que comme ce sont des machines, ils prennent forcément quasiment que de bonnes décisions, ils optimisent leur production et produisent mieux que des humains, ce qui crée du coup une crise mondiale, et la conséquence c'est les Nations Unies qui partent en guerre contre eux. Sauf que malheureusement ils sont pas suffisamment puissants, ils arrivent pas à détruire la menace instantanément, et bam, les robots réagissent, ils évoluent et s'adaptent et soumettent les humains les uns après les autres. En fait, moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est la manière dont les humains ont réussi à trouver une solution pour arrêter les robots. D'une certaine manière, c'était une plutôt bonne idée, et je pense que s'ils avaient été plus organisés, on aurait été à 2 doigts d'une victoire humaine totale. Sans énergie et sans soleil, il aurait été impossible pour les robots de continuer le combat, de produire des armes, donc les humains auraient fini par gagner. Sauf que, oui, c'est vrai que c'est évident quand on y pense, que sans soleil, les humains aussi meurent. Et du coup, les seuls moments dans Matrix plus tard où on voit Neo qui marche sur Terre, on comprend mieux pourquoi il fait aussi sombre, pourquoi les nuages semblent un petit peu vivants, et pourquoi on ne voit jamais la vraie lumière du soleil. Mais moi, je me demande quand même un truc. Qu'est-ce qui se serait passé si, au lieu de tourner le dos dès le départ au robot, les Nations Unies avaient accepté la proposition de 0-1? Un plan pacifiste, sans guerre, sans mort, sans matrice. Je pense que les premières années du traité, tout se serait bien passé. Les 2 nations auraient échangé leurs richesses équitablement et la paix aurait été assurée. Mais au bout d'un moment, l'un des 2 camps aurait fini par trahir l'autre pour récupérer encore plus de richesses. À partir de là, l'histoire se serait répétée. Guerre, famine, manifestations, etc. Alors du coup, la question c'est, est-ce que le conflit était vraiment inévitable? Ce que nous apprend le monde de Matrix, c'est que, oui, quasiment inévitable, mais pas complètement. Si, comme je vous ai dit, les robots avaient été programmés avec les lois de Newton, un accident comme la mort du riche homme d'affaires n'aurait jamais eu lieu. Ok, j'espère que vous aurez apprécié ce petit format où je reviens un petit peu sur le passé de certaines licences connues, parce que notamment celle de Matrix est assez mystérieuse. On a quelques petites brides d'informations dans les films, mais c'est vraiment très très faible, et ça ne nous permet pas de connaître en profondeur ce qu'il s'est réellement passé. Bref, faites-moi savoir si ce genre de format vous plaît dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.